On va enchaîner avec notre prochaine table ronde qui était annoncée sur le rôle des associations comme relais opérationnel, l'accompagnement institutionnel. Alors je vais citer les noms effectivement de tout un chacun pour que vous puissiez prendre vos places. Alors nous avons pour la LEFPA Carole Taillandier, voilà, bien présente et qu'on peut applaudir s'il vous plaît, comme tout le monde. Anne-Esther Cavallini pour l'APEC. Nous avons également Anna Fouché pour l'APF PGA. C'est ça. C'est bien vous ? Voilà. Non, c'est juste pour l'ordre hein, que je vérifie également. Monsieur Pierre Bardet pour la page IH. André Armougon pour l'API-DV. C'est ça. Qu'on peut applaudir, hein, absolument. Et l'AEDPS, Madame Mondong ou Madame Lomore, Elisabeth. Eh bien, ce sera Monsieur Marimoutou, voilà, sur une décision collégiale mixte et validée par tout le monde. Eh bien, ici, juste à côté. Nous sommes donc, je crois, au complet pour cette nouvelle table ronde, dont je rappelle l'intitulé « Le rôle des associations comme relais opérationnel de l'accompagnement institutionnel ». On le sait, quelles que soient finalement les strates, j'ai envie de dire, de la société, d'un territoire, le relais associatif est un relais très important et singulièrement chez nous, j'ai envie de dire, en Guadeloupe, hein, c'est vrai que c'est un relais entre les institutions et la société civile d'une manière générale. Et forcément, cela doit se vérifier également dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap et à travers leur parcours professionnel. Alors, Carole Taillandier, on va vous laisser présenter la LEFPA et le rôle que vous avez au sein de cette association. Merci, bonsoir à tous. Donc, je suis Carole Taillandier, je représente aujourd'hui l'association LEFPA Réseau Caraïbes, qui est présente sur le territoire guadeloupéen au travers de différents établissements sociaux et médico-sociaux. Et je représente aujourd'hui le dispositif Emploi Accompagné qui intervient donc sur le territoire de la Guadeloupe sur l'insertion et le maintien en emploi de travailleurs en situation de handicap. Très bien. Anne-Esther Cavallini de l'APEC ou oui, APEC bon. d'ailleurs. Pardon ? Comment on dit, APEC ou APEC, voilà. C'est exactement ça. Qui veut dire ? Donc je suis la responsable de l'association pour l'emploi des cadres. Nous travaillons essentiellement pour l'évolution professionnelle des cadres, mais également des jeunes diplômés. Et nous accompagnons également les entreprises dans le cadre de leur recrutement. Nous ne sommes pas spécifiquement dédiés aux travailleurs handicapés, mais nous participons quand même à leur fournir du conseil, justement dans le cadre de leur évolution professionnelle. Très bien, et les cadres aussi peuvent être touchés à un moment de leur vie par une situation de handicap. Absolument. Totalement. Anna Fouché pour l'APF PGA. Donc je suis ergothérapeute à l'APF PGA. Donc on est une association qui permet de faire de l'information, de conseil en aide technique, aménagement de logement et retour à l'emploi. Accompagnement aussi sur les droits sociaux. Et on a une convention avec l'AGFIP en tant que prestataire pour tout ce qui va être prestation d'appui spécifique et mobilisation de notre plateforme d'aide technique. Très bien. On poursuit le tour de table ronde avec Pierre Bardet de l'APA JH. Bonsoir à tous, donc Pierre-François Bardet donc, de la page Guadeloupe, donc c'est ça l'association pour adultes et jeunes handicapés, donc qui compte 7 structures. Donc la page existe en Guadeloupe depuis 1978. Hein. Donc on a, concernant le thème d'aujourd'hui, l'ADN, les membres de la page ont l'ADN concernant l'inclusion des personnes en situation de handicap. À travers ces structures, on pourra démontrer cela parce que chaque structure répond à une commande publique. Absolument. André Armougon, donc pour présenter votre rôle et l'association API-DV. Oui, bonjour. API-DV, c'est donc accompagner, promouvoir et intégrer les déficients visuels. Il s'agit d'une association nationale qui a 70 ans, qui existe sur le territoire métropolitain depuis 1949, sous une appellation Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes. Et en 2020, cette association a changé d'appellation. C'est une association reconnue d'utilité publique
qui œuvrent particulièrement dans le domaine de l'accès à la culture, à l'éducation, à la formation et à l'emploi. Et bien sûr, toutes les problématiques d'accessibilité numérique que nous connaissons dans le milieu de la déficience visuelle notamment. Donc ce sont des champs sur lesquels nous travaillons particulièrement. Et l'accès à l'emploi pour des déficients visuels volontaires. 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 Oui. Donc on va apporter la précision également au cours de nos échanges. Le temps de laisser à Jean-Claude Marimoutou donc présenter son rôle et l'association AEDPS. Alors, Jean-Claude Marimoutou, directeur du pôle déficient auditif et représentant ici présent pour l'association AEDPS qui gère 4 structures. Un établissement pour déficients auditifs, le CESDA, un service pour déficients auditifs, le CEFIS, un établissement pour déficients intellectuels, un IME, et un SAIS, service d'adaptation à l'insertion sociale. Voilà, en tout cas, vaste chantier, on l'a dit en début de propos, c'est que le relais des associations est important, notamment sur cette première problématique qui est d'abord, on l'a constaté sur le territoire, la reconnaissance déjà, par la personne elle-même, parfois par son entourage, de la situation de handicap. On imagine, Pierre Bardet, que vous avez tout votre rôle à jouer dans le milieu associatif pour aider les personnes finalement à trouver le bon terrain, la bonne pente pour une inclusion sociale réussie. Justement, donc, la page Guadeloupe possède 2 ESAT. Donc il y a l'ESAT Alizé. Donc il faut savoir que cet établissement a été créé en 1985. Donc c'est le premier type d'établissement sur le territoire. Donc il était éclaté, puisque c'était le seul à l'époque. Anse-Bertrand, Bastère et Bemao. Après aussi, on avait aussi un module à Marie-Galante. Depuis, ça a évolué sur le territoire. Nous avons aussi un ESAT, l'ESAT Horizon, qui se trouve à Jarry, donc qui s'occupe qui accueille des personnes qui viennent du CPI par exemple, donc les traumatisés crâniens, les cérébraux lésés. Donc voilà. Et il y a un service, c'est une particularité au niveau du territoire, on a un service dédié pour l'insertion qui s'appelle le SAIS-PAGE, donc qui est le service d'accompagnement et d'insertion sociale et professionnelle des personnes adultes en situation de handicap qui sont accueillies dans l'ensemble des établissements de la page Guadeloupe. Donc les ESAT, j'ai entendu, dans les débats antérieurs concernant le taux d'insertion, on arrive sur un territoire où même les personnes dites normales, il n'y a pas de travail, en Guadeloupe, il n'y a pas de travail. Et pourtant, on arrivait chaque année à réussir à insérer 3-4 personnes. Donc on va me dire que l'effectif c'est 117. Oui, 117 sur l'ensemble des modules, mais 5-6 par année dans un bassin pareil, à chaque fois c'est une victoire. Pour les professionnels, notamment les éducateurs, chaque fois, les administrateurs, tout le monde, chaque fois qu'il y a une insertion, qu'on arrive à trouver un emploi pour une personne en situation de handicap, c'est une victoire. C'est une victoire pour tout le monde parce que c'est difficile. On y arrive avec les chargés d'insertion, puisque nous avons 4 chargés d'insertion au niveau du SAIS-PAGE. Il faut compter à peu près pour 50 personnes. Un chargé d'insertion s'occupe au moins de 50 personnes. Voilà. En fait, quand on parle de travail d'insertion des personnes en situation de handicap en Guadeloupe, il ne faut pas hésiter quand même à dire que chaque fois que c'est possible, quand on est en Guadeloupe, chaque fois que c'est possible, pour que ça ne devienne pas un échec. Parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir donner du travail à tout le monde sur ce territoire-là. On a parlé du plan de transformation des ESAT, les 17 axes, les 31 mesures. Bon, oui, ça arrive, c'est sorti. Le décret en 2022, il faut l'appliquer. Là, c'est une commande publique. Nous, on était déjà dans cette démarche. La page était déjà dans cette démarche depuis longtemps. Et preuve en est avec la mise en place du SAIS-PAGE qui existe depuis 13 ans. Il y a la CESF, il y a la psychologue,
il y a des chargés d'insertion. Donc il y a des professionnels qui œuvrent pour nous permettre de réussir l'insertion des personnes en situation de handicap. Mais ça reste toutefois difficile. On bénéficie de l'aide des institutions. Sans les institutions, on n'arrive pas. Et des partenaires également. La Cap Emploi, notamment. Donc, on ne travaille pas seul, mais j'ai l'impression aussi des fois, je dis, quand on est tous ensemble ici, mais des fois, on a du mal à être plus souvent ensemble, et notamment sur le terrain. Les chefs d'entreprise, on va vers eux avec les chargés d'insertion. Il faut aller vers les chefs d'entreprise. Oui. C'est à nous de faire ce travail-là. Ils sont occupés par leurs tâches. Il faut qu'on aille plus encore vers les chefs d'entreprise. Et paradoxalement, ce sont les petites unités qui embauchent. C'est une réalité du territoire. Alors, vous avez bien évoqué la loi qui est en pleine mutation, notamment à travers les ESAT, mais déjà depuis, j'ai envie de dire, moins d'une dizaine d'années, la loi a déjà posé le dispositif d'emploi accompagné, n'est-ce pas, Madame Taillandy? Rappelez que celui-ci a été mis en place pour le parcours de l'employé, mais également de l'employeur en accompagnement. Si on peut en revenir dessus, s'il vous plaît, je ne peux pas faire passer le micro. Oui, alors petite rectification, le dispositif emploi accompagné a vu le jour concrètement en avril 2018 sur le territoire. Oui, il y a la loi et le temps de la mise en œuvre. Voilà, le temps de la mise en œuvre. Voilà. Donc avril 2018. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui a grandi petit à petit. Nous sommes actuellement 3 référents. Nous serons bientôt 4 le mois prochain. Pour pouvoir accueillir davantage de bénéficiaires en son sein, puisqu'il y a des besoins, ça c'est évident. Voilà. Nous sommes, alors on peut dire référent emploi accompagné, conseiller emploi accompagné ou job coach. C'est tendance de dire job coach. Nous avons des petits portefeuilles. Nous accompagnons à peu près 18-20 personnes chacun. Voilà, et donc c'est sur un public un petit peu particulier. La commande publique était assez ciblée sur 3 typologies de handicap. Le handicap psychique, la déficience intellectuelle et les troubles du spectre autistique. Mais il peut y avoir, selon les besoins et en fonction de l'évaluation qu'on aura fait ensemble sur les besoins d'accompagnement, tant sur l'insertion que sur les freins périphériques à l'emploi, parce que ça, c'est des choses à prendre en considération. Et puis, donc on accompagne ces personnes vers et dans l'emploi, et on accompagne aussi, pour répondre à votre question, les employeurs. Donc, sur l'accueil d'un nouveau collaborateur, sur la mise en place de petites adaptations. Des fois, c'est des toutes petites adaptations, c'est pas grand-chose. Des fois, il y a effectivement aussi besoin de matériel. Donc là, on travaille avec nos partenaires, de la GFIP notamment, du Cap Emploi, bien en amont. Ça, peut-être qu'on reviendra dessus après. Et on accompagne on met en place un système de tutorat dans l'entreprise quand c'est possible pour pouvoir justement échanger régulièrement avec la structure employeuse, voir ce qui fonctionne bien pour le valoriser. Et puis sur des difficultés ou des besoins en ajustement pour pouvoir ensemble trouver des solutions pour pérenniser l'emploi. Très bien, merci. Alors, j'ai envie de dire que l'actualité nous a démontré, avec le passage au Covid, qu'il y avait beaucoup d'adaptations possibles, qui en institution, qui dans le privé, sur le télétravail. Et qui dit télétravail dit forcément outils numériques, on pense aux ordinateurs, ce genre de choses. Est-ce que vous, Monsieur Armougon, votre association était particulièrement sollicitée pour ce type d'adaptation, et notamment sur la culture de l'écran qui prend de plus en plus de place dans le monde professionnel aujourd'hui? Écoutez, s'agissant de la déficience visuelle dont nous nous occupons, c'est vraiment un domaine très sensible, c'est l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, dans nos régions, on ne peut pas dire que les choses soient sur le point de répondre aux besoins des déficients visuels. À tel point que nous avons pris l'initiative nous-mêmes, avec l'UDAC qui est ici présente, à travers Madame Le Breton, de former 2 jeunes, un de la Martinique et un de la Guadeloupe, pour former à leur tour, après certification, des déficients visuels aux usages du numérique. Donc c'est qu'aujourd'hui, la population des déficients visuels
n'a pas l'offre de service lui permettant de saisir les emplois qui pourraient se présenter à elle, lui permettant même de s'adapter à des postes qui pourraient devenir non praticables du fait de la dégradation de leur vue, de leur acuité visuelle. Donc vous voyez, c'est vraiment un enjeu très important. C'est pour cela qu'avec l'UDAG et nous-mêmes, notre association APIDV, nous sommes engagés dans cette voie. Donc je vous parle d'un sujet d'actualité puisque ces jeunes partent en formation en octobre et ils sont censés être certifiés pour le début 2024. Donc vous voyez, on est sur le chantier, quoi. On est sur le chantier. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui se font quand même, mais on peut pas dire que ça soit satisfaisant. Quand on parle d'association relais opérationnelle dans l'accompagnement, on prend le cas, d'ailleurs dans le magazine Horizon, je vous invite à regarder, qui est l'occasion de parler singulièrement de l'insertion des personnes en situation de handicap dans leur milieu professionnel. On a eu l'exemple de ce monsieur maintenu dans l'emploi grâce à une adaptation de son ordinateur, de son écran. Il en a besoin pour travailler, mais vous êtes ce relais opérationnel pour aider ces personnes quand c'est possible. Nous travaillons là-dessus, nous ne sommes pas les seuls, mais c'est un des champs de notre intervention. Nous recourons pour cela aussi aux spécialités, aux spécialistes. Il y a des sociétés spécialisées dans le développement. Nous sommes en lien aussi avec des réseaux nationaux et nous sommes aussi en discussion, y compris. Il y a même des procédures judiciaires. Notre association a fait des recours parce qu'il y a des sites qui ne sont pas accessibles aux déficients visuels. Donc c'est un sujet vraiment d'un enjeu important. Vous voyez ? Très bien. On imagine que ce qui existe pour le déficient visuel peut également arriver pour les troubles de l'audition et générer parfois des situations un peu dramatiques quant au maintien dans l'emploi. Jean-Claude Marimoutou, là aussi, l'association est là pour être un vrai relais sur le terrain entre les institutions accompagnantes, l'employeur et l'employé. Alors, au niveau de l'accompagnement, ce serait plus le SAIS qui interviendrait dans cet accompagnement pour les déficients auditifs. Mais nous situons beaucoup plus en amont. C'est-à-dire que tout à l'heure, Mme Molestier parlait d'IMPRO. Actuellement, on retrouve dans les structures médico-sociales plus des unités d'enseignement professionnel qui vont accompagner ou qui vont mettre en place des formations professionnelles pour les jeunes en difficulté, que ce soit déficience auditive, déficience intellectuelle, et qui vont par la suite, au moment où ils vont être sur le marché de l'emploi, qui seront employables, transférés au SAIS qui va lui faire le travail sur le terrain, c'est-à-dire préparer le jeune à se vendre et aussi mettre en place les adaptations nécessaires pour l'insertion de ce jeune dans son emploi. Je suis sûr que vous aurez des questions sur le premier banc à venir tout à l'heure, oui. Sur la première rangée. Je voulais on parlait des outils, c'est pour ça que j'allais venir à vous, Anna Fouché, des outils existants, du matériel existant pour ces personnes qui veulent rester dans le maintien de l'emploi. Oui, alors du coup, nous, on a deux possibilités de mobilité des actions. Donc on a soit une évaluation avec les prestations d'appui spécifiques qui permettent de faire une évaluation soit des capacités motrices, soit des capacités visuelles, parce qu'on est prestataire sur les deux champs, handicap moteur et handicap visuel, qui permettent de faire du coup un point sur les capacités de la personne. Donc on peut également faire tout ce qui va être préconisation de matériel pour compenser justement ce handicap. Donc ça peut être compléter du coup votre champ de compétences. Et on a également une plateforme de matériel où on peut mettre en prêt des aides techniques, tant sur le moteur que le visuel, si on a le matériel à la plateforme. Donc, on peut mettre en prêt sur le lieu de travail ou sur le lieu de formation pour compenser le handicap. Très bien, et beaucoup de preuves par l'exemple. Vous travaillez, alors on l'a dit, conventionné avec la GFIP, mais en relais, j'imagine, avec les associations ici présentes. Alors, on est conventionné par la GFIP. Après, on va agir du coup sur prescription. Donc, ça va être une demande de Pôle emploi, de Cap emploi, de la mission locale ou du médecin du travail, les différents prescripteurs qu'on peut avoir. On va avoir on travaille souvent du coup avec le CRP Émergence qui nous demande du matériel pour leurs bénéficiaires, que ça soit sur leur sur leurs locaux de formation. Donc là, c'est à eux de prendre en charge. Mais par contre, une fois qu'ils entrent en stage, du coup, ça va être nous, on va
on va pouvoir mettre en place ce matériel sur leur... Pour le stagiaire. Exactement. Très Mais bien. sur leur lieu de formation. Sur leur lieu de... Sur le lieu de formation. Non, sur le lieu d'emploi. Pardon. D'emploi, d'accord. C'est à préciser. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui souhaiteraient poser une question ? Madame, ici, au côté du poteau. Merci. Bonjour, ce n'est pas une question, mais je voudrais ici présenter la déficience visuelle. Je remarque qu'à chaque fois je fais la réflexion. Elle est où l'audio description pour nous dire au début, nous les déficients visuels, que nous sommes dans une salle, qu'il y a du matériel. Je n'ai pas entendu ça. Et régulièrement, c'est ça. Voilà. Alors, ce n'est pas un reproche, hein, c'est un constat pour nous permettre d'avancer la prochaine fois. Alors, je voudrais parler de la déficience visuelle parce que je dirais que nous sommes un peu le parent pauvre. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur un petit département, sur un petit territoire et le nombre, disons, alors, ce n'est pas un reproche, mais le nombre de déficients visuels n'est pas suffisamment important pour qu'il y ait des structures adaptées qui reçoivent, qui font de la formation. Ce qui fait que le jeune, quand il arrive, disons, en terminale ou en troisième, il est obligé, et le parent aussi, est obligé de l'expatrier, de le faire partir. Alors, il part en métropole, il y a de nombreux centres dans des régions, et ce jeune, il ne revient pas. Mais pourquoi il ne revient pas ? Parce qu'il n'est pas reçu, il n'y a pas grand-chose de fait. Alors, quand vous allez en métropole, certains d'entre vous, vous voyez avec quelle aisance se déplacent les personnes qui sont déficientes visuelles. Moi, j'y étais au mois de juin parce que j'assiste chaque année à l'Assemblée générale de la Fédération des aveugles de France. Je n'étais pas sûre de retrouver ma bouche de métro. Ah ben, c'est un non-voyant. Il m'a dit, Jacqueline, je vais te ramener. Et moi, voyante, je suis ramenée par un déficient visuel qui m'emmène, on prend le bus, il me dit, il y aura 3 arrêts, on descend et qui m'accompagne. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un travail à faire qui n'est pas fait chez nous, mais pas que chez nous, et que nous sommes considérés comme étant le parent pauvre. Simplement, la déficience visuelle, depuis quelques années, avec l'accessibilité numérique, il y a des choses extraordinaires qui sont faites, notamment au niveau de l'ordinateur, avec la synthèse vocale. Quand vous ouvrez votre ordinateur, quand vous avez WhatsApp maintenant au téléphone, c'est plus facile, vous envoyez un message vocal, pour la personne qui est déficiente visuelle aussi. La personne qui est déficiente visuelle, à partir de son ordinateur, elle envoie des messages vocaux, elle reçoit des messages. Il y a tout plein de choses, il y a des dictées. Vous dictez à votre appareil et c'est transcrit. Moi, j'étais en réunion il n'y a pas longtemps avec un déficient visuel. Alors, je me suis dit, je rentre à la maison, je vais lui faire un compte-rendu. Il me dit, mais non, il avait son petit appareil à côté de lui qui a enregistré et qui lui sort son compte-rendu en braille. Il y a des choses à faire. Nous, à l'UDAG, nous avons eu la chance d'avoir 2 organismes, pour ne pas les citer, la CGRR et la G2R, qui nous ont offert un kiosque numérique avec du matériel spécifique. Donc, il y a des téléagrandisseurs pour les personnes qui sont malvoyantes, qui peuvent justement gérer et diriger leur feuillet. Il y a des lecteurs, il y a des traducteurs de braille, il y a pas mal de choses qui sont mises à disposition. Donc, c'est vrai que je dirais que les employeurs, ils ont déjà beaucoup à faire. La situation économique est difficile. Il faut faire avancer son entreprise. Et que, ma foi, si on ne lui, entre guillemets, mâche pas le travail pour dire oui, vous pouvez embaucher quelqu'un qui est déficient visuel, il suffit que son ordinateur ait la commande vocale, il suffit qu'il puisse avoir du matériel, l'accompagner. À la limite, pourquoi ne pas avoir un guichet unique où vous avez une personne qui va prendre en charge cet employeur et faire quasiment avec lui toutes les démarches, parce qu'il faut passer par-ci, il faut passer par-là. Lui, il a d'autres, disons, préoccupations qui fait qu'il est frileux
quant à l'embauche d'une personne porteur d'un handicap et encore bien moins d'une personne qui est porteur de déficience visuelle, parce que les personnes sont persuadées qu'à partir du moment où vous ne voyez pas, tout est fini. Absolument pas. Alors, j'ai entendu parler de guichet unique. Je crois que c'est quelque chose qui va vite arriver sur le territoire, aussi bien pour les demandeurs d'emploi que j'imagine pour les employeurs également. Alors, sur tous les outils que vous avez cités, effectivement, on le sait, ils sont existants. Quel doit être le rôle de l'association en relais avec le réseau, j'ai envie de dire, pour que cela puisse se concrétiser, améliorer les conditions de travail et surtout garantir le maintien dans l'emploi d'une personne atteinte c'est la connaissance, c'est la communication. Nous, à l'UDAC, depuis 2 ans, nous avons ce kiosque numérique avec tout ce matériel, mais pas que ce matériel pour travailler. Il peut jouer aux cartes, le déficient visuel. Il peut jouer au domino. Ça existe. Il y a des jeux de domino. Et il peut le faire au travail comme ses collègues. Exactement, il peut le faire. Je vous dis, il suffit de mettre la commande vocale. Oui. Il suffit de mettre la commande vocale. Sur votre ordinateur, vous avez des lettres, c'est mis en braille, c'est mis en relief, et vous avez besoin de personne pour taper. Voilà. Donc c'est une question de communication, et je le dis, tout aussi bien au niveau des employeurs que des organismes institutionnels. S'ils n'en ont pas, très volontiers que l'UDAC peut les recevoir pour les familiariser à ce matériel. Et d'ailleurs, l'association de M. Armougon, nous allons bientôt faire partir un jeune, comme il a dit, qui va partir se spécialiser justement dans le matériel pour la déficience visuelle. Et voilà, et nous ferons tout pour qu'ici, en Guadeloupe, il y ait quelqu'un qui soit spécialisé et qui puisse aider les autres et démystifier le fait de ne pas voir. Je ne sais pas si vous étiez là ce matin, mais je tiens à rappeler que le parrain de ce salon, c'est M. Ronny Brut, qui a eu un discours que nous bien franc sur... voilà, et vous voyez tout ce qu'il fait. Est-ce que vous connaissez Luane Pommier, cette jeune... Bien sûr. Alors, qui est à Berkeley. Absolument. Donc les possibilités existent. Mais tout à fait. Est-ce que vous connaissez Romuald, le raboteur? Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'il est? Il est champion du monde. Il est champion européen en judo. Il y a des choses qui se font. Absolument. Voilà. Alors, merci. Je pense que vous avez mis le doigt peut-être, et c'est peut-être que le monde associatif a envie de dire aussi, c'est que l'information, elle est là, les communications. On a parlé tout à l'heure de Duo Day, de la semaine de la CEP, de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Peut-être que la vraie question, c'est de savoir, alors en discuter avec le grand public, c'est une chose, mais comment pénétrer finalement le monde économique, comment avoir effectivement de vraies passerelles entre les chambres consulaires et tout le réseau d'accompagnement. C'est peut-être ça aussi, et peut-être que l'association a son rôle à jouer à faire le lien, le trait d'union justement entre ces deux mondes. Si vous permettez. Allez-y. Je voulais compléter un peu le propos de Madame Le Breton sur la question de l'environnement. L'environnement de l'entreprise et aussi du déficient visuel qui est amené à se déplacer pour se rendre à son travail, à ses activités, etc. Nous avons un très grand retard à ce niveau. Certes, on a fait de belles routes, on a fait beaucoup de choses, mais au niveau des transports, des moyens de circulation pour les déficients visuels, y compris en milieu urbain, les choses ne sont pas du tout. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là, nos communes, nos aménageurs, nos collectivités, elles font beaucoup, mais il faut qu'elles mettent les bouchées doubles. Oui. Parce que Mme Marajo, qui est ici, qui est membre de notre association, qui utilise les transports publics, pourrait en témoigner mieux que moi. Mais c'est vraiment un calvaire parfois. Donc ça, c'est un élément vraiment dissuasif. L'autre élément que je voulais souligner, je pense que, et je reviens à l'atelier précédent, à la table ronde précédente, où vous avez demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les entreprises s'impliquent davantage dans l'insertion des travailleurs handicapés? Moi, je voudrais insister sur un point, c'est qu'effectivement, on l'a dit déjà ce matin, nous avons un tissu économique constitué principalement de petites entreprises. Donc ce sont des chefs d'entreprise qui se battent au quotidien pour faire vivre leur entreprise et pour joindre les deux bouts. Bon. Donc je pense qu'ils sont citoyens aussi et qu'ils accepteront volontiers de prendre du personnel, y compris qui n'ont pas toutes les... ou plutôt qui peuvent avoir des déficiences, qui sont compensables. Néanmoins, ils ont besoin
d'assurance. Ils ont besoin que ce collaborateur qu'ils accueillent, qui n'auront pas de surprise, qui pourront gérer un contrat durablement, qui pourront gérer une carrière, qu'il aura une adaptabilité dans l'entreprise. Vous voyez, et donc ça pose le problème de la préparation de ces personnels. Et c'est pour ça que notre association a mis l'accent là-dessus, parce que nous, on a un accompagnement qui se fait dans le cadre d'un binôme. Nous travaillons dans cet accompagnement dans le cadre d'un binôme avec une personne déficiente visuelle et une personne valide, qui sont des personnes qui ont l'expérience, une solide expérience de l'entreprise. Donc on peut préparer cette personne à travers des entretiens, on peut simuler des entretiens à travers une évaluation de sa propre autonomie, de son adaptabilité, de l'acceptabilité de son handicap. Vous voyez, tout ce travail qui est fait un peu, qui ne se voit pas, c'est du travail invisible. Mais c'est un travail préparatoire qui fait qu'on a un taux de réussite qui est meilleur quand on fait cette préparation et cet accompagnement-là. Vous voyez ? Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est un travail d'expérience qui a été accumulé par les déficients visuels. Oui. Vous voyez, sur le territoire national. Donc, une entreprise a des exigences et on y vient pour travailler, pour satisfaire aussi nos besoins, pour gagner notre vie. Mais elle a aussi des attentes, il faut que ces attentes soient satisfaites. Et donc, il faut se mettre aussi dans la peau du chef d'entreprise. Et donc, il faut, à nous aussi, associations, nous aussi déficients visuels, on doit bien comprendre qu'on est dans un contrat et qu'on a aussi une préparation à faire. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on accompagne aussi des personnes volontaires. Vous voyez ? Si la personne n'est pas volontaire, si elle n'a pas un projet professionnel, il faut qu'elle mûrisse. On peut l'aider à mûrir son projet, à faire émerger son projet. Mais c'est très important qu'il y ait le projet, que ce soit son projet, c'est pas le nôtre, c'est son projet, on l'accompagne, on le challenge, on l'aide, on fait des simulations, on lui donne du réseau, des contacts, voilà, on fait des entretiens, des simulations, on améliore son CV, mais ça c'est son affaire, c'est lui qui décide. Et c'est lui qui fait ses choix et c'est lui qui s'engage. Vous voyez ? Ouais. Voilà. En tout cas, l'information doit lui être portée. Allez-y, touchez. Moi, je voulais du coup faire un petit lien avec l'association du DAG par rapport aux prestations que nous on peut proposer. Souvent, ça va être les prestations d'évaluation des capacités ou alors d'identification des techniques. Bien souvent, donc, on fait les préconisations forcément en lien avec l'emploi, parce que c'est la base de la prestation qu'on nous demande. Mais régulièrement, on va plus loin et on essaye de faire des liens avec les associations en disant voilà, vous avez telle association ou tel professionnel qui pourrait répondre à votre problématique, qui a un lien avec l'emploi ou des fois qui a juste un lien avec votre problématique sociale ou votre problématique générale. Et du coup, on essaie de réorienter un maximum pour aller un peu plus loin dans notre temps d'action. Très bien. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Oui, allez-y. Ce n'est pas une question, mais pour faire savoir que ça va peut-être faire peur, mais actuellement, quand vous avez 50-55 ans, vous êtes déjà malvoyant, jusqu'à 85 ans, jusqu'à ce que vous viviez. Donc il y a quasiment près de 30 ans de malvoyance qui nous attend tous. Nous avons tous des lunettes à un certain âge. Voilà. Donc il ne faut pas que nous ayons peur c'est même pas un handicap, de cette situation, parce que avec les progrès de la science, nous vivons plus longtemps, mais notre corps, lui aussi, il a des défaillances. Et je voudrais dire qu'au niveau de l'UDAG, où notre but c'est lutter contre la solitude et l'isolement, parce que ces personnes-là, le fait que leur entourage est entre guillemets paniqué, ces personnes sont isolées, elles restent sur elles-mêmes. Et aussi, nous luttons contre les discriminations. Nous faisons beaucoup de choses qui leur permettent de se détendre. Et je voudrais dire que quand on s'y attache, on y arrive. Nous, au niveau de l'UDAG, nous faisons de l'handidance adaptée, inclusive, c'est-à-dire de la danse ou des personnes adaptées à la déficience visuelle, et inclusive parce qu'il y a il y a un voyant et un non-voyant. Mais figurez-vous que, toujours dans le thème Guadeloupe, terre de champions, nous avons eu le premier prix au mois de février, en Guadeloupe. Nous sommes partis à Métropole. Il y avait 119 groupes. Nous avons eu quoi ? Nous avons eu le premier prix au niveau national.
Donc c'est ce que je voulais dire, et dire que moi qui les côtoie depuis une dizaine d'années, quand vous ne voyez pas, mais vous remplacez par autre chose, vous développez d'autres possibilités. Nous avons un projet qui s'intitule cette année « Vers une autonomie du déficient visuel en locomotion » pour lui permettre de mieux se déplacer. Il n'y a pas de chien d'aveugle ici. Dans les car Ulysse, dans les transports, les arrêts étaient annoncés. Il y a des gens qui ont rouspété, qui ont demandé qu'on ne dise plus qu'on n'est pas dans le métro ici en Guadeloupe. Du coup, la personne ne sait pas la personne qui est déficiente visuelle, elle ne sait pas qu'elle va bientôt être dans son arrêt. D'ailleurs, elle n'a même pas intérêt à prendre le bus tout seul, non. Il faut absolument qu'elle soit accompagnée. Et c'est un véritable problème parce que le déficient visuel ici, il faut qu'il soit accompagné. Alors que les enfants travaillent, les neveux, les nièces, la voisine, s'ils ne sont pas disponibles, ils restent à la maison. Et ça, c'est un problème. Il faut que vraiment nous nous attelions à essayer d'y trouver une solution. Merci. L'appel est lancé. Une autre question là-bas. Oui, le micro n'est pas très loin. Mais en tout cas, merci pour ces beaux témoignages. Et je dis toujours, la preuve par l'exemple, montrer qu'il y a des possibilités de réussite. Madame. Donc, bonsoir à tous. Je suis Laurie Berchelm. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission par Patron Incognito. Comme nous dit le titre de cette table ronde, le rôle des associations comme relais opérationnel de l'accompagnement institutionnel. Mais je pense que les institutions auraient dû, comment je peux dire ça, avoir une approche plus poussée au niveau des handicaps. Je donne un exemple avec la réalité augmentée ou la réalité augmentée ou les réalités virtuelles, c'est ça, pour qu'ils puissent justement être dans la peau de l'usager pour mieux comprendre le mal-être que l'usager a pour fonctionner dans sa vie quotidienne et pour pouvoir trouver au mieux, adapter au mieux les situations. Parce que je pense que tant qu'on n'est pas dans la situation de la personne, on a plus de mal à comprendre la personne qui est dans cette situation de handicap. Quelque chose de tout bête, moi mon handicap, on ne le voit pas. Je suis obligée de solliciter par exemple les agents de sécurité juste pour montrer ma carte pour passer en priorité dans une caisse prioritaire. Les gens, s'ils voient par exemple que vous êtes maquillé, ils vont rouspéter parce que vous passez à une caisse prioritaire. Malheureusement, j'ai aussi vécu une personne, comment je peux appeler ça, en tout cas qui travaille dans un espace de santé. Elle m'a vue à la caisse prioritaire. Elle a fait comme si elle ne me voyait pas. Je ne suis pas passée. Mais je trouve ça dommage, en tout cas, que les personnes qui travaillent dans des institutions de l'handicap ne puissent pas aller vraiment au cœur du sujet. Moi, je pense que ça serait très bien de pouvoir passer par de tels dispositifs pour comprendre les personnes en situation de handicap et pour pouvoir remédier à certains freins de la vie quotidienne. Absolument. Moi, j'ai envie de répondre, pas à leur place, parce qu'il y en a beaucoup qui ont exprimé leur point de vue tout au long de la matinée et cet après-midi, mais on a beaucoup parlé aujourd'hui de gestion individualisée des situations. Je pense que c'est quelque chose à retenir, effectivement. Les institutions, chacun a beaucoup dans leur on va dire dans leur trame, ont beaucoup évoqué que chaque situation n'est pas identique. Et effectivement, la vôtre en est une, et celle pour une autre déficience, ben voilà. Je pense qu'il faut insister là-dessus. La deuxième chose, c'est de dire oui, il faut reconnaître que dans notre société, c'est un sujet encore difficile à aborder. C'est un sujet, j'ai envie de dire même parfois tabou, en intrafamilial, avec nos collègues. On a eu l'exemple de Madame Montbrun qui disait que beaucoup de fonctionnaires avaient du mal à avouer ou à faire savoir qu'ils étaient en situation de handicap pour éviter des soucis de cohésion au sein des équipes. Donc il faut prendre en compte tout ça. Maintenant, je crois que
L'objectif même, Madame Lacoma, de ce rendez-vous, de ce salon, on l'a bien dit dès le début, c'est finalement de démocratiser cette parole, comme vous l'avez fait, Madame de Ludac, dont, pardonnez-moi, j'ai oublié le nom. Mais... Jacqueline Le Breton. Voilà. Mais l'idée, c'est ça, c'est ce rendez-vous est fait pour là. Et merci du témoignage, merci de dire, merci à tous ceux et celles qui participent depuis ce matin. Et c'est vrai qu'il faut insister pour communiquer. Peut-être Madame Lacoma. Oui. Ah bon, alors je continue sur mon élan. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que oui, ce genre d'échange permet cela. Quand on parle, vous disiez effectivement relais, les associations comme relais auprès des institutions. Madame Taillandier, oui, ce qu'on veut dire, c'est que c'est le trait d'union. On parle du trait d'union entre les besoins référencés dans la société civile et les institutions. Quand on parle de réseau, moi, ce que j'ai envie de dire, finalement, c'est que tout le monde, à son échelle, mais surtout vous, le premier. Monsieur Marimoutou parlait de... Monsieur Armougon parlait du côté volontariste, mais c'est vous, usagers, j'ai envie de dire, qui êtes le premier maillon de la chaîne avec la NDPH, le premier à reconnaître, à exprimer ses besoins, et ensuite de voir comment le réseau se met en place. Gaëlle Lacoma. Oui, je voulais juste faire remarquer, donc c'est vous qui avez fait la remarque justement, qu'effectivement il faudrait que les institutions se mettent à la place des personnes concernées. Vous savez qu'on est sur de l'humain et finalement rien n'est cloisonné. Qui vous dit qu'au niveau des institutions, il n'y a pas des gens qui sont concernés, même s'ils n'osent pas le dire franco de port, comme ça a pu l'être dit, s'agissant des fonctionnaires, mais ça peut être aussi dans le secteur privé. D'accord ? Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, pour que les choses puissent éventuellement bouger, puisque là, finalement, en tant qu'institution, nous déployons sur le terrain, finalement, des politiques. Mais ces politiques, elles sont décidées, finalement, par un législateur, votre député, votre sénateur. Donc, peut-être que ça commence par là. Merci. Alors, on va enchaîner peut-être Monsieur Bardet. Je ne sais pas si je peux intervenir, je suis juste là. Voilà, derrière le poteau, on ne me voit pas très bien. Mettez-vous debout, comme ça peut-être que tout le monde vous verra. Alors, juste une toute petite intervention par rapport à ce que disait la dame tout à l'heure. Donc, je suis également de l'APF Pôle Guadeloupe Autonomie avec Madame Fouché. Et simplement pour dire qu'effectivement, il faudrait que les choses évoluent et qu'on puisse changer le regard, notamment des employeurs, sur le handicap, et dire qu'en tout cas, à notre niveau, voilà, nous avons une cellule emploi et insertion pour laquelle nous sommes d'ailleurs accompagnés par la DETS. Et c'est vrai que le handicap est ciblé pour l'instant. Donc, nous intervenons sur le handicap moteur, maladies rares et maladies évolutives chroniques. Mais l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les employeurs sur le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et aussi d'accompagner les personnes pour qu'elles reprennent confiance en elles quand elles vont faire le retour dans l'emploi. Donc, dans ce cadre-là, nous avons créé des mini-films, des mini-scénettes pour pouvoir sensibiliser les employeurs en mettant, on va dire, en action quelqu'un quelqu'un en situation de handicap qui souhaite réintégrer son emploi, le regard de ses collègues, le regard de l'employeur et comment accompagner cette personne au mieux. Donc voilà, c'est vrai que c'est un premier pas, mais en tout cas, nous essayons de travailler en ce sens aussi pour accompagner les employeurs et les salariés. Et on rappelle aussi que chaque année, il y a le duodé. Et chaque année, il y a le duodé. Voilà. Alors, c'est vrai que certains de nos bénéficiaires nous disent c'était très intéressant et il n'y a pas toujours de suite. Mais en tout cas, c'est toujours une belle expérience et les usagers adhèrent vraiment à ce projet. Merci de l'intervention. Peut-être un mot de conclusion avec M. Bardet. En fait, c'est un frein pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Certes, c'est décider les politiques publiques en France, il n'y a pas de problème. Mais au niveau local, nos décideurs doivent faire quelque chose. Les professionnels trouvent l'entreprise. Ceux qui doivent former les personnes en situation de handicap le font. La personne est prête. Tout est prêt. Il ne peut pas aller à son travail. Oui. Pourquoi ? Pas de transport. Vous avez parlé de permis de conduire. J'ai entendu ce matin. Mais une personne en situation de handicap, d'accord, il a le permis de conduire. Il faut acheter la voiture. S'il touche le SMIC, donc, au niveau de ressources, ça ne va pas passer.
Donc la première chose à faire, c'est développer les moyens de transport. Et il y a même dans des pays, on voit pour une certaine catégorie de personnes, dans les agglomérations, les transports sont gratuits. Avant, on avait des transports, on a dit, à remonter vers Jals ou bien à remonter vers tel. Mais on savait que le bus passait à telle heure. Et on a cette expérience-là au niveau des ESAT. Maintenant, avec l'organisation, il y a des endroits qui ne sont pas desservis. En Anse-Bertrand, on a un ESAT en Anse-Bertrand, le bus ne passe pas. Il est 16h, 17h. Est-ce que la question qu'on devrait finalement se poser, c'est quelle est la politique territoriale de la personne en situation de handicap? En réalité, quand on parle de problématiques de transport, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas se copier à un modèle, par exemple, prenons une ville de banlieue parisienne, par exemple, puisque la topographie n'est pas la même, l'organisation du transport n'est pas la même. Est-ce que, finalement, quand on pense le transport, vous parliez du Nord Grande Terre, moi je suis du Moule, de la campagne moulienne, il n'y a pas de trottoir. Donc même si le transport passe, il faut l'abribus qui va avec, il faut la sécurisation de la voie pour la personne qui va la prendre. Donc c'est un projet de territoire tellement global. Alors finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un transport spécifique des personnes dans ces besoins-là pour répondre à une réalité de notre territoire et de notre topographie? Et je pense que là où on en vient, c'est de développer demain un vrai projet territorial, et c'est un projet politique de territoire, sur le handicap, qui n'englobe pas que la question du transport. Maintenant, dans vos propos et dans tout ce qui a été dit ce matin, dans le témoignage de la jeune femme qui est devant nous ici, on a bien compris que c'est un frein réel, mais c'est un frein réel pour les personnes en situation de handicap, puisque c'est déjà un frein réel pour toutes les personnes qui veulent avoir un accès à la formation, à l'emploi dans notre archipel. Donc on en a conscience, je pense que vous faites bien d'appuyer dessus, et j'imagine d'autant plus effectivement pour ces personnes, d'où peut-être l'idée de réfléchir, c'est pourquoi pas à un système de transport spécifique, dédié, j'ai envie de dire, aux personnes en situation de handicap, pour celles qui souhaitent des transports du genre. Il y a une intervention là-bas, mais allez-y pour monsieur. Une autre chose, c'est la notion de personnes en situation de handicap. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le secteur. Il y a le plan de transformation qui sort. Et talent autrement, travailler autrement, le mot handicap, pour qu'on soit dans le droit commun, petit à petit, il faut que ça disparaisse en fait. C'est vrai. Et je suis content qu'on puisse amorcer dans les pensées, dans tout, qu'on va changer de paradigme bientôt, et ce sera tout le monde, c'est monde. Merci en tout cas pour l'intervention. On a une question juste pour terminer. Alors bonsoir tout le monde. Moi, c'est pas une question, c'est une réaction à la journée d'aujourd'hui. Ma difficulté, ce qui me gêne et qui m'interpelle dans tout ce qui est dit, c'est que quelque part on renvoie la personne à son problème. En fait, mais au final, ça reste un parcours du combattant. Et j'aurais aimé que la première chose qu'on dise quand on reçoit et quand on parle des personnes en situation de handicap, c'est ça. La réalité, c'est que c'est un parcours du combattant. Quand on a répondu tout à l'heure, je suis désolée parce que vous voyez, je suis un petit peu tendue. Quand on a répondu à la dame ce matin, payez votre interprète avec la PCH. Ça n'a pas été dit comme ça, hein, mais moi, c'est comme ça que je l'aurais reçu si c'était à moi qu'on avait dit ça. Est-ce que c'est à ça que sert ma PCH? Est-ce que moi, parce que je suis handicapée, il faut que je sorte de ma poche en plus pour qu'on puisse accepter le fait de prendre en charge mon handicap? On répond à des parents de personnes handicapées. Ah oui, mais madame, il est handicapé, mais il peut attendre comme tout le monde. Ah bon? Eh bien, mais là, qui est énervé, c'est d'au moins, ça n'a pas concerné pour moi. Vous voyez, j'ai même parlé créole. Tellement ça me tend. C'est pas une tare. J'aimerais vraiment que ce discours-là cesse, qu'on arrête de laisser les gens gérer eux-mêmes leurs difficultés. Tout à l'heure, à 16 ans, on peut déjà faire la RQTH, qu'on sait qu'ils prend un temps sérieux. Qui est-ce qui dit à ces enfants-là, hey, madame, à partir de 16 ans, vous avez intérêt à commencer, hein, parce que quand il en aura 18, le temps que le dossier soit pris en charge, vous aurez 2 ans d'attente. C'est tout ça. À quel moment on allège la charge? Ça doit devenir systématique à tous les niveaux. J'aimerais vraiment qu'un jour, on arrive à ça.
Pardon pour les... Non, merci de votre d'expression de votre ressenti. Et justement, ce type de rendez-vous est fait également pour cela. Je comprends le quotidien difficile. Et après, le micro, Gaëlle, s'il vous plaît. Je ne peux pas, moi, vous dire que rien ne se fait. Je vais vous prendre un exemple. Non, mais vous avez dit qu'on renvoie la personne en situation de handicap, en fait, à ses problèmes. Et basta. Je peux vous dire que même si, effectivement, ce n'est pas suffisamment, communiqué, pendant la crise sanitaire, avec quelques partenaires, nous avons pu aller dans des lycées pour justement communiquer sur le fait que il y a une possibilité de se projeter à une communauté scolaire qui n'y croit pas, puisqu'en fait, ils sont assignés jeunes en situation de handicap, donc a priori pour certains, même éducateurs, enfin qui se disent éducateurs, voilà, tu es assigné, donc pourquoi oser se projeter dans un horizon professionnel? Et donc, ces partenaires, ils sont venus sensibiliser et la communauté scolaire et les parents. Parce que les parents aussi, je veux dire, il faut juste aussi, avoir ça en tête. Sous prétexte, finalement, entre guillemets, de protéger leurs enfants. Mais en fait, il n'y a pas forcément, ils ne facilitent pas l'ouverture d'un possible professionnel. Donc des opérations comme ça dans des lycées, je crois que c'était sur la Basse-Terre, il était prévu aussi d'en faire sur Port-Louis. Je ne vous dis pas que c'est génial, mais je vous dis que c'est déjà quelque chose. Et après, c'est à nous, effectivement, en co-responsabilité, de poursuivre. Voilà. Mais parce que moi, vous savez, pour les partenaires qui me connaissent et les associations, elles savent particulièrement que, voilà, moi aussi, j'ai à me remettre en cause, mais les parents aussi on leur part. Les associations qui sont relais d'information, et je sais de quoi je parle puisque je relais de la veille ainsi que ma partenaire du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, à charge pour les associations, notamment les présidents, de relayer ces informations aux membres. Je vous dis, on est tous en co-responsabilité. Les législateurs, nous institutionnels, associations, parents. Voilà. Alors on va remercier quand même nos intervenants pour cette table ronde. Carole Taillandier, Anne-Esther Cavallini, Anna Fouché, Pierre Bardet, André Armougon et Jean-Claude Marimoutou. Merci à vous.